Oui, donc bonjour. Donc je vais moi me centrer sur la variété des dispositifs hybrides, c'est-à-dire attirer l'attention sur le fait que quand on dit hybride, de quoi on parle? Et on parle probablement de beaucoup de choses fort différentes. Et pour ce, je vais m'appuyer sur les résultats de la recherche ISUP. Et c'est un plaisir pour moi de le partager avec vous, parce que, ayant participé en tant que chercheur à cette recherche, j'ai aussi eu tout le plaisir et le bénéfice d'en éclairer ma pratique et au quotidien d'en éclairer l'accompagnement que j'assure dans mon enseignement. Donc en fait, mon propos sera à peu près en 4-5 points, c'est-à-dire que je propose, pour replanter le décor, cette recherche, ce qu'elle était, assez rapidement. Partager les définitions, la définition sur laquelle on a travaillé, insister sur les dimensions caractéristiques qui ont construit les outils d'analyse dans le cadre du projet ISUP, présenter la typologie et puis vous faire partager des ressources qui peuvent vous permettre d'aller plus loin, continuer la réflexion que j'avance avec vous. Alors cette recherche, pour un certain nombre d'entre vous, vous en avez sans doute déjà entendu parler, donc elle est dite recherche ISUP, son titre c'est dispositifs hybrides, nouvelles perspectives pour une pédagogie renouvelée d'enseignement supérieur. Elle a démarré en 2009, elle s'est déroulée de 2009 à 2012, avec l'ensemble des partenaires que vous voyez, donc vous voyez les logos affichés en bas, l'Université de Lyon 1, Rennes 2 pour la France, en partenariat avec l'Université de Louvain, du Luxembourg, de Fribourg et de Genève. Donc, je dis tout de suite, c'est un travail partagé avec Daniel Perayas qui lui permettra dans son intervention de revenir sur certains points, puisque une recherche sur 3 ans, évidemment, je ne peux pas vous en livrer tout le contenu, je vais essayer de cibler sur ce qui peut nous intéresser, qui nous permettre de travailler en atelier cet après-midi. Donc, je ciblerai sur la première partie ce que sont ces dispositifs hybrides, puisque ça a été notre premier travail. L'objet des objectifs de la recherche, c'était comprendre ce que produit comme effet, à la fois sur les apprentissages des étudiants, sur les pratiques des enseignants et sur l'organisation, l'introduction du mode hybride dans l'enseignement supérieur d'une manière générale. Et une des premières choses auxquelles on a été confronté, c'est précisément de se dire de quoi on parle. Quand on dit hybride, de quoi on parle. Et donc on a travaillé, après s'être mis d'accord, alors c'est donc une recherche qui a été dans le temps, selon une démarche très itérative, travailler entre chercheurs, retourner sur le terrain, mettre à l'épreuve nos outils construits, recueillir les données, et comme ça pendant 3 ans, donc affiner au maximum ce que peut être l'étude des effets dans les dispositifs hybrides. Donc ça, je n'entre pas dans le détail, mais c'est pour que je vous le situe, donc je reviens sur la définition. On est parti de définitions existantes dans la littérature, et notamment travaux de Daniel Perayas, Bernard Chevalier et Nathalie de Schriver, qui avaient dès 2006 défini les dispositifs hybrides. Pour travailler très concrètement, sachant que dans cette équipe de chercheurs, on était à la fois des chercheurs, des chargés d'études et des ingénieurs. C'est une particularité d'ailleurs de cette recherche, d'avoir, et ça fait écho à certaines choses qui ont été dites préalablement, une particularité d'avoir allié différents métiers, différents corps de métiers. Donc la définition, elle est très simple, et c'est celle qu'on trouve d'ailleurs dans le rapport qui est en ligne. On s'est dit, dispositif hybride, c'est quoi? C'est aussi simple et aussi complexe. C'est un dispositif de formation, c'est un cours, une formation continue, qui s'appuie sur un environnement numérique, donc a priori plutôt des plateformes. À l'époque, en tout cas, on l'étudiait. Ce dispositif propose aux étudiants des ressources à utiliser, des ressources et des activités.
et ou des activités à réaliser à distance et en présence. Et la proportion des activités en présence, elle peut varier selon les dispositifs. Et c'est dans ce degré de variation en fait, que l'on va commencer à trouver la complexité et la richesse du dispositif hybride. Alors, plus précis, plus conceptuellement, ce que l'on a été amené à se dire, c'est que définir des dispositifs hybrides, ça renvoie à des choses connues. Ça renvoie à ce qu'on connaît de la formation à distance, ça renvoie à ce qu'on connaît de la formation en présentiel, et puis c'est à étudier en fonction de tout l'effet de l'usage des technologies de l'information et de la communication. Donc, travailler en termes de recherche et réfléchir ces actions dans le champ de la conception et de l'animation des dispositifs hybrides, c'est mobiliser des connaissances de ces trois champs. Ce qui est à la fois assez rassurant, puisque finalement, on se rend compte on part avec un certain nombre de connaissances. Quoi. Tout n'est pas à réinventer comme il a été dit avant moi. Ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que cette définition que je vous ai présentée, et j'ai fait le choix de reprendre celle qui nous a servi à travailler de façon très concrète. Évidemment, elle est plus élaborée que ça, et les discussions que l'on a pu avoir entre chercheurs, chacun arrivant avec ses connaissances préalables, ses travaux qu'il avait déjà fait sur le sujet, arrivant aussi avec son expérience, parce que j'ai dit dans le groupe qu'il y avait aussi des ingénieurs pédagogiques, il y avait des gens qui avaient des pratiques d'enseignement, donc nous a permis de nous mettre d'accord sur le fait que dans un dispositif hybride, il y a au moins 5 dimensions à prendre en compte. Vous les avez affichées. La première, c'est l'articulation de la présence et la distance. Donc l'hybride prend des éléments de présence, prend des éléments de distance, et puis en fait il articule ça. Et la manière dont il articule, les proportions qui vont être données à l'un et l'autre temps, les activités qui vont être confiées dans l'un et l'autre temps, vont, comme vous pouvez l'imaginer, configurer des dispositifs différents. C'est une dimension extrêmement importante à prendre en compte. La dimension accompagnement, que vous savez certainement tout aussi bien que moi, l'accompagnement a de multiples facettes. On dit accompagnement, mais accompagnement, c'est accompagnement psychologique, c'est accompagnement cognitif, c'est accompagnement métacognitif, c'est accompagnement réflexif, c'est accompagnement affectif, social, quelquefois, etc. Et donc la distinction et le regard porté sur la nature de l'accompagnement qui est investi dans le dispositif hybride est une deuxième dimension incontournable dans l'étude des dispositifs hybrides. Troisième dimension importante, la médiatisation, c'est-à-dire la manière dont le choix des outils pour leur spécificité en relation avec les activités qu'on veut proposer aux étudiants, etc. Donc, cette réflexion sur le choix des outils et leurs effets sur l'apprentissage, sur les pratiques professionnelles d'une manière générale, et ce qui va avec la médiation, c'est la prise en compte de ce que ça change. Qu'est-ce que ça change dans la construction des connaissances qui s'élaborent, qu'est-ce que ça change dans le comportement et des apprenants et des étudiants, et des enseignants, pardon. Voilà, toutes ces dimensions-là sont des piliers forts de l'analyse des dispositifs hybrides. Et puis enfin, ces 4 premiers étaient déjà très présents dans les écrits préalables théoriques sur lesquels on s'est appuyé, que j'ai nommé tout à l'heure. Et puis, au moment où on a travaillé, c'est en 2009-2012, on s'est dit que les définitions existantes préalablement manquaient probablement de cette prise en compte du degré d'ouverture. Et ce sont les travaux de Gézébou que l'on a introduits dans notre collectif de pensée autour des dispositifs hybrides pour prendre en compte 2 choses. À la fois donc, le choix qui est laissé à l'apprenant, c'est une facette de l'ouverture, mais aussi l'appel aux ressources extérieures. C'est-à-dire tout reste en salle, il
des quantités d'autres ressources qui sont mobilisables. Donc voilà, 5 dimensions qui, comme vous allez le voir après, qui ont structuré notre travail, mais qui, pour vous, sont, il me semble, en tout cas pour moi, elles le sont, des clés de lecture de ce que sont les dispositifs hybrides. Alors, comme je disais, donc c'est bien ça qui nous a, ces 5 dimensions, qui, dans la première étude, nous a permis de construire le questionnaire. Donc, je vais passer, c'est pas l'objet, mais ça parler aujourd'hui sur toute l'arrière-boutique, on va dire, de la dimension recherche, mais vous le trouvez en ligne. Mais c'est quand même, pour moi, de montrer comment l'éclairage de la pratique trouve son ancrage dans ces travaux de recherche que l'on a conduits. Donc ces 5 dimensions, elles nous ont servi à construire le questionnaire. Donc vous voyez, de 29 instruments, 148, un truc énorme la première fois, sur lequel que l'on a réduit petit à petit. Et l'analyse de la première étude nous a permis, analyse factorielle, analyse statistique, là aussi je passe le détail, nous a permis de repérer dans cette tension entre nos réflexions théoriques et puis le retour terrain via l'enquête, nous a permis de repérer par les moyens statistiques que 14 composants étaient essentiels pour élaborer une étude sérieuse des dispositifs hybrides. Donc vous voyez, qui correspondent, alors je sais pas, elle détaille plus finement ce qui est important dans chacune des dimensions. Et donc c'est ça qui nous a permis de structurer la typologie du que maintenant je vais vous présenter. La typologie, elle a dégagé 6 types. 6 types, 3 configurations centrées plutôt sur l'enseignement, et 3 configurations, donc 3 types ou configurations, plus centrées sur l'enseignement. Je vais rapidement là, ici les passer en revue. Comme vous le voyez, on les a métaphorisés, on a démarré nos travaux en nommant par numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très vite, on s'est rendu compte que c'était contre-productif et pas correspondant à ce sur quoi on voulait travailler, parce que instinctivement, on est culturellement très marqué, le 6 est meilleur que le 1, et alors que ce n'était pas du tout l'idée. Donc on a élaboré des métaphores. Donc la scène, l'écran, le gîte, qui correspondent à ces configurations où le dispositif est plus centré sur l'enseignant en train d'enseigner. La participation active va être un peu moins fréquente, l'approche pédagogique orientée contenu, peu de scénarisation des activités dans les dispositifs hybrides. Et puis, l'autre paquet de configurations, plus centré apprentissage, que l'on a nommé l'équipage, le métro, l'écosystème, et qui correspondent à des dispositifs hybrides, toujours, plus centrés sur l'apprenant, et où les modalités proposées vont être beaucoup plus variées, plus les activités également, et la scénarisation des activités distantes va être plus élaborée. Vous voyez déjà 6 configurations, ce qui veut dire que hybride peut signifier tout ça. Alors je reviens sur chacun des types. Bon, la scène, ce qu'on a nommé la scène, c'est un peu l'espace de représentation et de restitution, donc des formations où il y a peu d'accompagnement des apprentissages. L'écran, un peu du même type avec l'introduction de ressources multimédia, et puis le gîte qui est le troisième, sur lequel on a passé beaucoup de temps parce que c'est un peu le type intermédiaire entre les dispositifs centrés enseignement et les dispositifs centrés apprenants, où les ressources vont être et les intervenants extérieurs vont être existants, mais la main va être gardée par l'enseignant. En fait, l'étudiant, l'apprenant encore assez peu de... Donc on l'a nommé, c'est un espace de restitution avec un début d'ouverture. C'est
la modalité, enfin, la configuration qui fait le passage vers les trois autres configurations centrées apprentissage, donc que je viens de nommer, l'équipage, le métro, l'écosystème, que je vais maintenant détailler. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, sous ce métaphore équipage, le type de dispositif hybride va correspondre à un espace communautaire d'apprenants où il va y avoir des activités de groupe plus largement développées, il va y avoir une participation active, et une attente du point de vue des enseignants, de la prise en compte de la relation, de la dimension réflexive dans les parcours. Seront proposés en termes de médias des outils de communication assez synchro, des collaborations, et puis des outils d'interaction. L'accompagnement sera plutôt méthodologique, métacognitif, je ne vais pas forcément plus, mais ça, vous retrouvez tout ça sur le site, mais c'est pour donner un aperçu et sensibiliser à la variété et la subtilité en fait, des différences sous les différents types. Le métro, donc dans la même famille, dispositifs centrés sur l'apprenant, correspond à des dispositifs où l'espace va être ouvert mais balisé. C'est-à-dire qu'en fait, dans le métro, on peut aller où on veut, mais enfin, il y a quand même des lieux de passage obligés pour aller d'un espace à l'autre. Donc, c'était un peu ça l'idée qui a guidé notre représentation de ce dispositif. L'accompagnement méthodologique, il peut être par les pairs, et puis on a donc cette introduction d'une assez grande liberté de choix des méthodes, recours aux ressources extérieures également. Et puis enfin l'écosystème. L'écosystème, donc, qui est un des derniers types identifiés, correspond à quelque chose de très ouvert, comme son nom l'indique, l'écosystème, où la participation des étudiants va être très active. Les activités présentielles et distantes vont être à la fois des activités individuelles. Donc en fait, on va retrouver la mobilisation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écosystème mobilise à plein régime l'ensemble des 5 dimensions et tente des articulations entre ces dimensions. Donc avec une mise à disposition de production de documents multimédia, un travail réflexif de la même façon et surtout une grande liberté de choix et parcours à la différence du métier. On avait encore quelque chose de guidé. L'écosystème, le dispositif écosystème, de tout l'écosystème, correspond à quelque chose de apprendre en main par l'étudiant, apprendre en main par l'apprenant. Donc, j'ai l'impression d'aller un peu vite sous chacun des présentations, mais l'objet, c'est pas forcément, mon objectif n'est pas forcément d'entrer dans ce détail-là, mais de sensibiliser à cette variété et comment cette variété, on va l'interpeller pour questionner sa posture de concepteur, sa posture d'enseignant, sa posture de plus en plus d'accompagnateur dans ce qu'on est amené à mettre en place à l'ESP, à l'université, dans les écoles d'enseignement supérieur, etc. Comment on fait le choix dans cette richesse, parce que la présentation peut donner l'impression qu'il y a une complexité, certes, mais aussi on voit la richesse du potentiel des ressources de ces 5 dimensions et la possibilité que l'on a de jouer de ces 5 dimensions. Et puis, donc dans cet ensemble-là, comment on fait place à l'apprenant. Alors, à titre juste là aussi, d'illustration, je vous présente un des tableaux qui dit la variété, qui dit le déploiement de ces 5 dimensions selon les types. J'aurais dû remettre le nom des métaphores à la place des chiffres, mais vous les reconnaissez, hein, en 6 l'écosystème et puis en 1 la scène. Et on voit bien que la représentation graphique
émanant d'un questionnement sur ces 14 composantes, donne des aspects très variés au dispositif, donc questionne de manière différente la place des apprenants et des enseignants et des concepteurs. Un autre tableau émanant de nos travaux qui illustre comment cette variété, elle est à prendre en compte, puisque là, vous voyez, donc, on a les différents types, correspondant donc à chacun des dispositifs, et puis ce que j'affiche, ce sont les résultats de l'étude finale qui dit où se situe l'effet sur la représentation de l'enseignant, sur l'effet sur la motivation, l'effet sur les ressources d'apprentissage, l'effet sur l'activité, l'effet sur les interactions. Et là aussi, tout ça pour illustrer comment, d'un dispositif à l'autre, tout cela s'appelle en hybride, la représentation et les attendus et l'effet en termes de production, interaction, activité est fort différent. Et que c'est donc tout cet ensemble-là, il importe de se donner les moyens d'étudier plus finement. La même chose pour la posture enseignante, sur laquelle je travaille plus particulièrement, et qui illustre comment, donc en bleu, on a la posture d'un enseignant expert. Alors, le questionnement a été basé sur le questionnaire de Tridwell et Prauser qui détermine la tendance plutôt centrée sur l'enseignement, plutôt centrée sur l'apprentissage des personnes questionnées. Donc, la ligne de bleu représente la tendance des enseignants, parce qu'en fait, chaque enseignant est porteur de l'ensemble de ces tendances. Mais dans un dispositif de type 1, on voit bien que la posture d'enseignant centrée sur l'information est plus développée qu'elle ne l'est dans le type 5. Elle est d'ailleurs elle est un peu dans le 6, mais dans le type 5, par exemple, c'est là où elle a le moins d'importance. Le même raisonnement appliqué à la posture 2, donc, qui est en rouge, qui est celle de l'enseignant centré sur l'enseignement, plutôt type formateur. Là aussi, on voit bien qu'on est beaucoup moins mobilisé qu'elle ne l'est dans un certain nombre d'autres dispositifs. La posture 3, donc verte, qui est celle de l'enseignant centré sur l'apprentissage sous contrôle enseignant, certaines fois une préoccupation de l'étudiant, mais avec quand même une main en mise encore très forte sur la situation d'apprentissage. Et puis enfin la quatrième et dernière, donc, qui est en violette, qui est centrée sur l'apprentissage, complètement sous contrôle l'étudiant. Donc je dis bien, ça c'est juste une illustration des variétés et des nuances des comportements, des pratiques enseignantes selon les dispositifs, sachant que ce sont des tendances dans des pratiques, et pas seulement une posture adoptée. Chaque enseignant est porteur des 4, mais avec des dominants qui sont affichés. Un autre exemple de nos travaux, là aussi pour illustrer l'intérêt en fait, de l'étude fine des dispositifs dans lesquels on travaille et que l'on monte, qui met donc en comparaison la manière dont les enseignants perçoivent les motivations, perçoivent l'interaction, perçoivent les compétences, perçoivent les activités, etc. Et la manière dont les étudiants, donc en bleu, la perception des enseignants, en rouge, celle des étudiants. Et là aussi, on voit bien que selon les dispositifs, il y a un certain nombre d'écarts, donc autant d'outils, autant de raisons de questionner la pratique et les attentions et les écarts entre nos manières de faire en tant qu'enseignant et les manières d'apprendre des étudiants. Donc voilà, c'était juste pour illustrer. Et pour continuer, c'est un des points, les derniers points essentiels de ma communication, puisque je brosse à grands
poursuivre. Et donc à poursuivre en consultant le site où vous retrouvez dans le détail ce que je viens de rapidement évoquer, avec toutes les communications, les articles, etc., que probablement vont se retrouver aussi dans la bibliographie. Et puis surtout, complémentairement d'ailleurs, vous portez à votre connaissance cet outil qui est en ligne, qui fonctionne, qui résulte d'un travail fait par un certain nombre d'universités, donc vous voyez affiché l'université de Bordeaux, les universités de Maine, de Savoie, de Grenoble, et puis appuyé par l'INSA, et qui, avec un financement de la DGCIP, ont repris ces travaux-là pendant une année. Ce groupe de travail s'est réuni et en fait a repris ce que je viens de vous présenter pour en faire une ressource qui permet à la fois aux enseignants, aux formateurs, aux animateurs, aussi aux responsables de formation, de se repérer dans ces différentes dimensions qui peuvent constituer leur propre dispositif. Alors, bon, je n'ai pas de connexion directe assurée, mais je ne peux que vous inviter à vous y connecter. Vous allez retrouver donc, ce même questionnaire composé de 14 composantes. Vous comprendrez pourquoi les 14 composantes. C'est la sélection émanant de notre travail à partir des 5 dimensions. Éprouvé scientifiquement et qui nous a permis de dire qu'à partir de ces 14 questions, on peut caractériser un dispositif. Alors, bien évidemment, c'est pas tellement, l'intérêt n'est pas, enfin l'intérêt est de se situer, se positionner ce qu'on fait, positionner le dispositif que l'on propose. Mais cet outil Carène, il a surtout pour vocation de questionner. Il est utilisé en formation. Je connais beaucoup de services sup dans les universités qui l'utilisent actuellement. À Rennes, ça a été utilisé, proposé aux nouveaux enseignants pour prendre des repères par rapport à ce qu'ils font. Et parce qu'en fait, en répondant aux questions correspondant aux 14 composantes, chaque personne a une certaine idée de comment elle mobilise chacune des dimensions. Donc ça permet de se poser la question, est-ce que c'est correspondant à ce que j'avais l'intention de faire? Moi, je vois mon dispositif comme ça. Finalement, le questionnement me renvoie à autre chose. Donc pourquoi, comment ça permet de le faire soi-même, ça permet de le faire en équipe aussi, puisque de plus en plus le collaboratif se développe un petit peu à l'université, notamment quand on travaille en équipe pédagogique, on est de plus en plus sollicité pour raisonner par rapport aux compétences, c'est incontournable. Et donc ça permet de faire ce même exercice à partir par exemple, d'unité d'enseignement développée. Chaque personne de l'équipe fait cet exercice et puis on fait des comparaisons de manière de voir. Et puis on se questionne, suivant, est-ce que c'est plutôt l'accompagnement, au niveau de l'accompagnement qui a des différences par rapport à ce qu'on imaginait, plutôt du côté de l'application. Donc ça donne des orientations pour revisiter et réaménager son dispositif. C'est en ça que j'avais envie de le faire. Je pense qu'il est un peu connu, mais probablement pas à la hauteur de ce qu'il permet de proposer. Donc voilà, donc je ne peux que vous inviter à faire pour vous-même l'exercice par rapport à... Et puis voilà, la proposition d'un certain nombre de documents complémentaires à ce qui vous sera déjà proposé, et puis une disposition pour répondre à vos questions maintenant si vous souhaitez. Merci Geneviève. Merci beaucoup. Première question, ça va fuse. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Alors moi je suis très intéressée parce que j'ai fait le test justement et je me situe, alors voilà, je me présente, je suis enseignante, formatrice à la DAFOR, je tends à devenir formatrice académique. Et ma question c'est par rapport à mon positionnement où je suis donc dans la typologie 6 écosystème. Voilà, est-ce que je tends à passer de la posture enseignante
formatrice avec de bons atouts, ou est-ce que il y a des choses à réfléchir? Ma deuxième question, c'est est-ce qu'en fonction de la formation que l'on donne, c'est-à-dire du thème, est-ce que la typologie va changer? Parce que je me suis posé la question en complétant Alors, merci pour votre question, parce qu'elle me permet probablement de ressouligner des choses sur lesquelles je n'ai pas assez insisté. En fait, il n'y a pas de bon type. En fait, il y a un bon type par rapport au contexte dans lequel il s'inscrit, par rapport aux objectifs qui sont poursuivis. Quoi. Donc ça, c'est vraiment... D'où notre démarche d'effacer ces numéros. Quoi. Même s'ils sont existants dans nos travaux, mais de les effacer pour les remplacer par des métaphores. Donc, il n'y a pas de bon élément. Après, votre première question, parce que l'écosystème, ça a du sens. Si vous avez des objectifs très ouverts, de prise en main, vous avez affaire à un public qui a déjà assez d'autonomie pour se prendre ses repères dans un dispositif écosystème. Si ce n'est pas le cas, ce sera plutôt celui de l'écran ou du gîte qui sera le plus pertinent. Voilà, c'est ça. Vous faites bien comprendre, en tout cas notre souhait est que ce ne soit pas normatif, et puis en plus, bien comprendre que ça n'est pas l'enseignant. En fait, ce n'est pas un positionnement d'enseignant, c'est un positionnement du dispositif. Bien décorréler ça. Quoi. Après, un positionnement du dispositif, enfin, une description graphique du dispositif qui va renvoyer ou donner la possibilité à l'enseignant de réfléchir sa posture précisément, mais sur des bases factuelles, objectives. Autant que c'est en même temps, même si on a fait beaucoup d'efforts pour éprouver scientifiquement, multiplier les analyses, etc., pour pouvoir, à l'époque où on l'a étudié, parce qu'il y a peut-être des travaux nouveaux à faire pour réviser la production de 2013. À l'époque où on l'a sorti, on pouvait assurer scientifiquement que ces 14 composantes étaient pertinentes pour apprécier le dispositif. Aujourd'hui, probablement qu'il pourrait y avoir d'autres choses à prendre en compte. Et la question du contenu, elle est importante parce que là aussi, elle fait écho, c'est incroyable. comment les interventions se font écho sur beaucoup de points, et c'est particulièrement intéressant. Ça fait partie de nos remarques de conclusion. Probablement, on n'a pas apporté assez d'attention à ça, mais on fait l'hypothèse que oui, le contenu, les travaux pourraient peut-être être prolongés pour ajouter une 6e dimension qui serait la prise en compte du contenu. Parce que, alors le contenu, pas pour le contenu, le contenu articulé avec les autres dimensions. Quoi. Et ça, c'est un point, c'est un peu, je ne sais pas si Daniel est d'accord avec moi pour dire ça, mais je pense que c'est un peu une faiblesse de notre travail. Une idée. Je vous remercie pour cette présentation. Elle montre qu'il faut réfléchir au modèle et aux postures, donc c'est important. C'est vrai qu'on retrouve un peu tous les modèles qu'on a connus, du conditionnement jusqu'à l'investigation ou autre. Moi, je me pose une question, c'est dans le cas de la distance, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin aussi et réfléchir aux nouvelles réalités, à ce qu'est le monde connecté, etc., quand on est dans ces dispositifs en présentiel et à distance. Par rapport à la première et la deuxième présentation, je me rends compte qu'on est encore sur des formes très scolaires, universitaires. Vous parlez de médiatisation, on voit beaucoup accès aux ressources. Le mot création n'arrive pas forcément. L'écosystème est encore loin de l'éducation au design, de Bucarelli, Hautschön, etc. Et donc on voit bien qu'il est quand même difficile de faire de la place aux apprenants. C'est ce que je vois fortement ici. Vous interrogez finalement aussi, je pense, tout ce qui est multicanalité, clavardage, forum, etc. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable de passer aussi de la multicanalité à la multimodalité, aux nouvelles écritures numériques? Qu'est-ce qu'un lecteur-designer, scripteur? Quelles sont les nouvelles narrations qu'on peut intégrer aussi dans ces formations pour être peut-être plus en face avec ce monde connecté? Et par rapport à l'impact métier,
quand on voit sortir les étudiants, il faut qu'ils s'insèrent. Et du coup, est-ce que la distance ne permet pas d'aller plus loin dans les modèles qu'on peut proposer aujourd'hui? C'est super. Vous avez dit plein de choses intéressantes qui, alors après, en vous entendant, je me dis, c'est ce que vous nommez, c'est autant d'items qui pourraient être posés sous la composante, les composantes qui concernent la médiatisation et la médiation, par exemple. Ça, Oui, tout à fait. indéniable, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je dis, ce que je propose très modestement, qu'il y ait un travail. Je ne suis que le porte-parole d'un travail plus collectif, comme vous l'entendez, auquel j'ai participé, et dont je vois l'intérêt dans ma pratique, mais cette base-là, ce que vous développez, ce que vous dites, illustre parfaitement justement tout ce que ça peut provoquer en formation formateur, en atelier, autour d'une base comme celle-là, mais qui n'est qu'une base pour réfléchir, surtout pas le prendre comme... c'est bien ce que j'avais au départ, c'est fondamental parce que déjà il faut définir les modèles, se situer, etc. Mais c'est vrai qu'on voit qu'on peine à passer à autre chose. Moi, je ferais bien l'hypothèse, je ferais bien, en vous entendant, je fais l'hypothèse que ces 5 dimensions, elles restent d'actualité très forte. Après, c'est l'affinement des dimensions. De même qu'on avait raisonné en introduisant l'ouverture qui n'existait pas dans les définitions précédentes, je pense que ce que vous nommez mériterait d'être ajouté. Malheureusement, on n'a pas trouvé le financement nécessaire. Il faut un nouveau financement. Il faut un nouveau financement. À votre bon cœur. D'autres recherches. Je voudrais juste répondre à la première intervenante sur ce qu'effectivement, moi je suis dans ce type d'écosystème et voilà, qu'est-ce que je dois changer. Et puis alors, il y a peut-être un complément d'information, je trouve, qui est important à dire, c'est que, c'est vrai, Geneviève l'a dit, c'est le dispositif qui est caractérisé en fait à travers ces dimensions et pas du tout l'enseignant. Et en plus, l'enseignant, il est quand même, c'est une figure multiple, ça veut dire dans certaines circonstances, il va peut-être devoir faire du dispositif la scène parce qu'à un moment donné, il en fait. Donc vous n'êtes pas identifié uniquement à un type. Il se fait que dans votre pratique, vous avez plusieurs visages et plusieurs facettes et plusieurs pratiques. Et donc, ce qui fait aussi, je veux dire, la richesse du métier, c'est que vous pouvez alterner entre ces différents dispositifs selon les contextes, les types de contenus, les moments, le public, etc. Donc, il n'y a aucune... c'est vrai que c'est souvent vécu comme un outil extrêmement normatif, extrêmement classifiant. On a même eu des enseignants qui disaient, bon, vous verrez dans le site qu'il y a des entretiens avec des enseignants de chacun des types qui racontent leur pratique et tout ça. Puis il y en avait qui disaient, écoutez, moi chez type 1, je n'ai pas du tout envie d'apparaître comme un enseignant de type 1, et qui ont refusé. Ce qui montre bien qu'effectivement, il y a cette espèce d'intériorisation d'une norme qui est extrêmement disqualifiante, quoi. Mais voilà, donc c'est simplement pour dire, c'est pas ça qu'on veut faire, et au fond, vous pouvez faire du type 1, enfin du type la scène, ou bien du théâtre à un moment donné, et puis à un moment donné faire du gîte. Enfin, ça dépend vraiment de ce que vous faites, à quel moment, dans quel contexte, et pourquoi. Et pour revenir à cette idée de la participation des étudiants, qui reste une question très, très vive, intellectuellement, on est tous d'accord, c'est important que les étudiants participent, mais concrètement, il y a encore peu de dispositifs qui leur donnent une vraie place d'acteur dans leur dispositif. Se servir de cette base de réflexion permet de réinterroger le mode d'accompagnement. L'accompagnement par les pairs, il existe, il n'existe pas. Sur quel temps présent, sur quel temps distant, quelle est la prise en compte de l'environnement. En fait, c'est toutes les questions autour de la représentation graphique d'un dispositif qui sont intéressantes à développer en formation formateur. Sur lequel le site Karen apporte quelques informations, mais je pense que ça, d'une part, le temps de travail n'était que d'une année, mais d'autre part, ça n'a pas non plus trop de sens de figer, en fait. Parce que en SP, la question elle se pose d'une certaine façon, à l'université d'une autre, dans une école d'ingénieur d'une autre manière. Donc c'est plus important que chaque lieu, chaque service universitaire de pédagogie, chaque service de soutien à l'enseignement s'approprie
cette ressource-là, et puis en fait c'est une ressource qui prend sens dans son contexte et puis qui développe sur l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, plus ou moins sur l'une ou l'autre des dimensions. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir remercier Geneviève. Merci beaucoup.